Salut amis télésportifs, ravi de vous retrouver dans votre émission préférée Droit au but sur la télévision sportive. Aujourd'hui nous sommes là encore pour un nouveau numéro de votre émission sur cette télévision sportive. Aujourd'hui nous recevons une personnalité, Bleu Charlemagne. Bleu Charlemagne salue le nouveau président de la Fédération internationale de Maracana Association. Et il a été porté sur les fonds baptismaux tout dernièrement ici à Lomé. Avec lui on va parler du contour de Maracana, l'avenue du Maracana en Afrique jusqu'à ce qu'on puisse fonder une fédération internationale. Avec lui, on va parler dans cette émission. Amis télésportifs, encore une fois, bienvenue dans votre émission préférée, Droit au but. Président, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut vraiment un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du Maracana en long et en large avec vous. Président, dites-nous d'abord comment est née l'idée de Maracana. Ça, je vous dirais tout simplement que l'idée de la naissance du Maracana n'est pas de moi. Nous sommes les héritiers de nos dévanciers qui ont initié cette pratique-là depuis les années 70 sur le campus de Cocody. Entendez par campus de Cocody, un des quartiers d'Abidjan et donc de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que est partie l'idée. Ils ont été au Brésil, justement, profitant d'une bourse de vacances. À l'époque d'Houphouët-Boigny, Feu Félix Houphouët-Boigny, les meilleurs étudiants choisissaient leur destination, en tout cas pour leurs vacances, et c'était financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre-là, justement, qu'à leur retour, après la découverte, donc, j'allais dire, de ce temple du Maracana à Rio de Janeiro, qui était vraiment un lieu de pèlerinage pour les amoureux du football de l'époque. Ils ont eu la chance, donc, avant nous d'y être, et à leur retour, ils ont baptisé la discipline qui s'apparentait déjà à celle que nous pratiquions dans nos quartiers, dans nos hameaux et tout ça. Non seulement le football, mais voilà, le petit poteau et tout. Ils sont revenus et sur un terrain de handball, ils ont initié ce qu'on a appelé aujourd'hui Maracana. Et donc, c'est à ceux-là tout le mérite. Nous sommes venus avec notre équipe, composée donc d'un comité directeur assez actif et dynamique, qui a donc fait en sorte que le Maracana a été mis en moins de 5 ans là où il est aujourd'hui. Voilà, on parle aujourd'hui de cette discipline sportive qui est le propre des Africains. Oui. Bon, pas forcément le propre des Africains. Vous savez que également, apparentement, il y a eu cette découverte-là dans les favelas du Brésil. Et donc, tout ça les a fascinés. Il y en a qui parlent de Maracana brésilien, Maracana africain. Non, non, non. Le Maracana tout court, c'est une discipline inventée par des jeunes Africains. Et le nom Maracana est un nom d'emprunt. Et donc, pour tout vous dire, ce n'est pas un sport que nous avons importé. C'est le nom que nous avons emprunté. Voilà, en mémoire, donc... mais la pratique reste africaine. Oui, bien entendu. Elle reste non seulement africaine, mais elle se mondialise aujourd'hui avec l'avènement de la Fédération internationale de Maracana Association. On va arriver à mais il faut dire que son bastion, c'est d'abord l'Afrique de l'Ouest. Dans la version actuelle de sa pratique, c'est d'abord l'Afrique de l'Ouest qui s'appuie sur la Côte d'Ivoire pour donc essaimer cette discipline-là partout dans notre sous-région et ensuite dans les grandes régions que sont l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. Et c'est cela. Voilà, monsieur le président, il y a une différence quand même entre Maracana et le football. Bien entendu, autrement dit, on aurait été régi par la FIFA. Il y a une très très grande différence. Le Maracana ne fait pas de promotion, ainsi que la FIFA nous l'a reproché en 2009. Le Maracana ne fait pas de promotion de gardien de but. Et pourtant, quand vous regardez les scores au Maracana, ils ne sont pas aussi larges qu'au football. Donc, comprenez que c'est une discipline de technicité, c'est une discipline d'élégance, c'est une discipline où le fair play, j'allais dire la convivialité, la fraternité et l'amitié
sont des valeurs intrinsèques, tant au plan de la pratique même, que au niveau donc de tout ce qui accompagne la pratique, c'est-à-dire les à côté donc du Maracana jusqu'à la troisième mi-temps. Donc j'allais dire, le football c'est pas ça, c'est pas ça. Et la FIFA a eu raison de toutes les façons. Nous étions frustrés au départ. On était frustrés au départ au constat de voir que après 4 années passées dans la 20e commission de la Fédération ivoirienne de football, qui nous avait admis avec nos sœurs, donc les disciplines sœurs du futsal et du big soccer, nous remercie de la manière la plus, j'allais, inélégante qui soit, parce que nous sommes restés sans financement, on ne se plaignait pas, et puis comble, on nous dit non le 26 septembre 2009 qu'on ne pouvait plus y rester. Donc nous avons perdu 4 années de notre vie à ne rien faire. Et les 4 années ont suffi depuis 2010 pour que le Maracana aujourd'hui soit au niveau où il est. On parle de Maracana et discipline associée. Oui, discipline associée, c'est tout ce qui est donc petit poteau, mais tout ce qui se pratique au pied, mais sans gardien de but, que ce soit des poteaux de Maracana ou des poteaux beaucoup plus réduits. C'est du Maracana. Voilà. Amis télésportifs, nous vous rappelons que vous êtes bien sûr sur la télévision sportive et dans votre émission Droit au but, cette émission qui parle de l'actualité pour vous. Et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau le premier président de la Fédération internationale de Maracana Association, M. Bleu Charlemagne. Il est ivoirien. Et avec lui, on va continuer l'entretien dans votre émission Droit au but. On en vient maintenant. Il y a eu l'Assemblée générale qui portait sur le fonds baptismaux et qui vous a porté à la tête de cette fédération internationale. Oui. D'abord, vous êtes un président ragaillardi, un président très ému, un président satisfait pour tout ce que vous avez commencé. Oui, peut-être satisfait de ce que mes pères m'ont fait confiance, de ce que on a eu un parterre de personnalités de très grande qualité, tant au niveau sportif que politique. On a eu droit à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture avec le ministre de la Communication, de la Culture et des Sports, à un hyper ministre que donc le chef de l'État a donc délégué sur nos travaux. Et on avait dans la salle le Premier ministre Oumanou Sako, donc l'ex-premier ministre du Mali, qui est venu, mais vraiment pour cette assemblée, il y avait plus de 3-4 ministres dans la salle, des ex-ministres, mais pratiquant également le Maracana. Nous sommes émus, nous avons été émus par toute cette marque d'attention à l'endroit de notre discipline, qui, il y a 4-5 ans en arrière, ne payait pas de mine. Quand vous parliez de Maracana à l'époque, les gens vous banalisaient. Et donc, arriver en si peu de temps à ce travail, c'est vraiment les efforts continus de mes collaborateurs, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. C'est en Côte d'Ivoire que nous avons construit cet esprit. Et vous me voyez entouré de certains d'entre eux. Je suis là dans votre studio, donc avec mon deuxième vice-président chargé des équipes nationales, le colonel Koné Mamandou. Voici des gens qui, que je sois présent, que je sois absent, avec qui je dors tranquille. C'est des gens qui ont vraiment eu conscience de ce que notre vision là-dessus, ce n'est plus de faire du sur-place après 45 ans d'existence. Le Maracana a pris du retard par la faute de ses propres acteurs et aujourd'hui il y a du temps à rattraper. Il faut aller en termes de qualité, en termes d'ouverture, faire en sorte que très bientôt on mette les anciennes disciplines en difficulté par la qualité morale donc de nos acteurs qui sont dans la CFA, qui sont dans le TROCAP. Ça aussi c'est un concept nouveau que la Fédération internationale de Maracana va initier, à l'instar du fair play au niveau des autres disciplines. Nous viendrons avec la CFA TROCAP. Chaque discipline doit marquer sa spécificité et nous venons en tout cas pour apporter quelque chose de plus à la dimension exceptionnelle que les autres disciplines sont en train de prendre, à savoir les questions difficiles qui n'est pas bon d'évoquer sur un plateau, mais faire en sorte que le sport renoue avec ses fondamentaux d'antan, qui sont qu'à l'origine, par essence, le sport c'est d'abord du loisir. On se fait plaisir, puis ensuite on regarde les autres aspects. Voilà. Et ces aspects-là sont aujourd'hui occultés, semblent être occultés par les disciplines sœurs, et nous allons ramener tout ça
à l'ordre du jour. C'est important. Voilà, une chose est d'avoir une fédération internationale et l'autre maintenant d'avoir des moyens d'action. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler que Maracana est autonome au niveau, au niveau financier et même dans d'autres domaines? Est-ce que Maracana est également autonome? Mais vous venez de parler là, il y a juste 48 heures que le bébé est né. Mais il a besoin d'être assisté. Un enfant, à moins qu'il ne soit, comme on le dit chez nous, dans notre légende, un Tchéni Banani. Je pense qu'un travail de fond a été fait quand même. Bon, je voudrais vous le concéder. Vous avez constaté quand même que pour une discipline naissante comme la nôtre, l'organisation, le niveau d'organisation que vous avez vu au niveau du DIBIS, ça vous laisse quand même entrevoir le sérieux de ces acteurs. Mais dire que nous avons les moyens financiers, logistiques, matériels nécessaires aujourd'hui à notre autonomisation, c'est vraiment une gageure. Il faut être réaliste. Pour l'instant, nous avons peut-être la posture d'une grande fédération, mais l'enfant, il a beau être grand, il fait son âge. Il faut nous permettre, en tout cas, de nous adapter et de rester collés à notre âge jusqu'à la maturité. Oui. Nous nous donnons 10 ans pour que d'ici 2020-2025, on puisse parler du Maracana comme un produit sportif. Oui. Nous sommes un jeu, nous voulons être une discipline sportive, et puis la prochaine étape sera donc de faire en sorte que cette discipline sportive, une fois obtenue, ce statut de discipline sportive obtenu, nous en fassions un produit sportif, c'est-à-dire qui se vend autour duquel toutes les activités, j'allais dire lucratives, peuvent se greffer pour faire vivre les acteurs du Maracana. Est-ce que vous ambitionnez également d'être comme le football aujourd'hui, qui est devenu une grande entreprise mondiale? Oui, peut-être juste pour qu'on ait les moyens de nos compétitions. Le Maracana ne cherche pas à exponentialiser les moyens d'enrichissement personnel, mais des moyens d'enrichissement collectif. C'est-à-dire quoi? Que les fédérations, les associations sœurs doivent pouvoir s'autonomiser en termes de financement. Et pour que cela soit, il faut qu'on passe du stade de discipline sportive simple à un stade beaucoup plus marketeur, c'est-à-dire donc à un stade de produit sportif. Donc c'est tout un cheminement que nous allons progressivement mettre en œuvre. Il ne s'agit pas pour nous de, j'allais dire, escamoter les étapes. Nous ne sommes pas pressés du tout. Aujourd'hui, le Maracana est encore, en dehors de la Côte d'Ivoire et quelques 2 ou 3 pays, le Maracana est encore un jeu dans tous les pays. Nous voulons en faire une discipline sportive avec des règles de jeu, de pratique uniformes. Une fois l'universalisation des règles acquises, on pourra maintenant dire à des sponsors, venez, nous sommes sérieux, parce que de Guatemala, passant par le Canada, jusqu'au Gabon et en Côte d'Ivoire, passant par le Togo, le Mali, etc., le Maracana se joue désormais de la même sorte. Vous savez qu'il y a 1 an en arrière, pendant même que les Burkinabés avaient déjà à leur code deux cannes de la participation à 2 Coupes d'Afrique des Nations, notamment 2012 à Yamoussoukro et 2013 au Bénin, ils continuaient encore de faire donc les tirs au but avec un caromètre sur la ligne de but. Le ballon est au centre, pour que cela soit validé, ils mettaient un caromètre sur la ligne de but. Il faut justement faire passer le ballon à travers choses pour que le but soit validé. Bon, est-ce que ça c'est dit d'une discipline sportive? On était encore dans le jeu. Donc c'est progressivement qu'ils ont compris qu'il faut uniformiser donc les lois de jeu et il faut les respecter. Depuis donc 1 an, ils ont commencé à aller aux normes internationales de la pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez commencé déjà des démarches pour être reconnu par le CIO? Oui, bien entendu. Le CIO, à contrario de ce que les gens pensent, n'est pas là pour régir seulement les sports olympiques. Et malheureusement, sous notre pic, on a l'impression que c'est les sports olympiques seulement. Mais vous pouvez être aujourd'hui olympique et puis en perdre le statut. On connaît des disciplines qui sont sorties du carré olympique. Mais les comités nationaux olympiques sont dévolus dans leur tâche à encadrer tant les sports olympiques que ceux non olympiques. Et donc, le statut du sport olympique, il s'acquiert
par la pratique de la discipline sur au moins 3 continents sur les 5. Et ce que nous ne sommes pas loin d'avoir. Dans la salle, là, vous avez eu des représentants des Amériques. L'Amérique du Nord, l'Amérique latine. Vous avez eu les représentants de l'Europe, la France, la Belgique et bien d'autres. Vous avez eu l'Espagne. Vous avez eu également la participation de nos frères de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait déjà 3 continents. Si on a des associations nationales fortes dans ces continents, il va de soi que les confédérations vont suivre tout de suite. Et une fois on a ces confédérations-là, je pense qu'on aurait rempli les conditions pour déjà passer au stade olympique. Nous allons le négocier étape par étape. C'est pour ça que nous sommes, dans un premier temps donné, une période transitoire de 10 ans pour implanter véritablement, en ayant en priorité les axes de la formation et des infrastructures. C'est les 2 principaux axes qui nous intéressent. On va d'abord former les gens sur tous les continents, les cadres techniques, les athlètes, les dirigeants, et puis ensuite, on passera à la phase des infrastructures, parce que si les gens sont formés, il faut bien qu'ils mettent cela en pratique quelque part. Donc voici les 2 points saillants du mandat que j'ai bien voulu me faire confier par mes pairs. 10 ans, vous ne pensez pas que c'est trop? 10 ans, mais pour la vie d'une institution internationale, mais regardez déjà dans nos pays respectifs. Nous avons mis en place en 2012, donc il y a 4 ans, le CIT. Entendez par CIT, le Comité international de transition. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce qu'on a constaté? Pour que donc vous avez été le président. Le président, qu'est-ce qu'on a constaté? Pour que même au niveau national, les autorités puissent reconnaître leurs associations nationales, il faut que je me déplace. Personnellement pour parler. Même jusqu'à il y a moins de 30 minutes, je parlais encore au ministre burkinabé des Sports. Pour lui faire comprendre que ces délégations sont venues participer à 2 Coupes d'Afrique et que jusqu'ici, là, ils ne se sont pas encore acquittés de leur droit de participation. Vous comprenez jusqu'où va l'enjeu? Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas encore reconnus dans leur pays. Bien entendu, légalement. Mais c'est des amoureux de la chose. Ils sont libres de s'associer, tout au moins. Oui. Mais maintenant, la légalité, la reconnaissance légale viendra du sérieux qu'ils afficheront au plan administratif, au plan de la pratique, au plan de l'organisation. Donc ça encore, c'est eux. Mais donc, nous nous sommes donné des deadlines sur 3 ans pour qu'on arrive à la fédération interne, d'abord à la confédération africaine. C'est ici à Lomé, en mai, qu'ils ont décidé qu'on passe à la phase supérieure pour permettre à l'instance internationale d'avoir une coudée plus franche au niveau de la promotion. Si on se confinait dans une confédération africaine, qui allait faire pour l'Europe, qui allait faire autant pour les Amériques, l'Océanie, l'Asie? Puisque cette confédération africaine, son président ne peut pas parler au nom du Maracana en Europe, etc. Or, le CIT, c'était un comité international de transition. Et donc, j'avais la possibilité en offre d'aller sur tous ces continents où on a des amis pour leur expliquer le bien fondé de la discipline. C'est ce qui a d'ailleurs sauvé le pas. Sinon, de mai à maintenant, il y a même moins de 2 mois. 2 mois actifs. Il y a moins de 2 mois. Faire tout ce travail et réunir sur 22 pays attendus, 18, il faut le faire. Il faut le faire vraiment. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec le président de la FIMA, Fédération internationale de Maracana, association. Il a été élu tout dernièrement lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu ici à Lomé. Et maintenant, je vous pose cette question-là. Pourquoi avoir choisi Lomé comme lieu du congrès? Bon, c'est un processus normal. En 2012, on s'est donné un chronogramme qui s'achève à Lomé. Tout simplement parce que, premièrement, Lomé... C'était déjà un plan? Non, c'était déjà un plan. En 2012, il était question, en mettant le comité international de transition en place, dont les rênes m'ont été confiées, il était question de mettre en place un comité ad hoc de rédaction des tests. Ce qui a été fait, c'était dirigé par un de mes vice-présidents, en l'occurrence Abdraman Doumbia, qui l'a fait. Et en février 2013, c'était donc à Ivotel, à Abidjan, les travaux de restitution de ces tests. Et en juillet 2013, on devait donc adopter unanimement ces tests. Ça n'a pas été fait. On l'a reporté donc en 2014 à Niamey. Et après l'adoption de ces tests-là, il était question de venir ici maintenant à Lomé, en marge de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, de mettre en place, en remplacement du CIT, la Confédération africaine de Maracana.
nous sommes venus ici en préparation donc, de cet événement en mai, le 30 mai, et c'est ici que la décision a été prise de changer de cap en allant donc à la Fédération internationale. Il fallait donc en même temps revoir les tests parce qu'on passe d'un continent à 5, ensuite revoir les acteurs. Il faut que les autres continents, les acteurs des autres continents se sentent concernés par ce que nous allons faire, et c'est ce travail d'Hercule qui fait qu'aujourd'hui votre président a les yeux rouges. J'ai fait 45 jours pratiquement dans l'avion à parcourir et l'Europe et l'Amérique, l'Afrique du Nord, à être au téléphone avec les Américains pendant tout ce temps. Est-ce que maintenant la tâche ne devient pas plus dure, aller encore convaincre d'autres pays d'adhérer à la FIMA? Oui, ce sera plus rude, mais je ne serai plus seul. Parce qu'à chacun des membres du comité exécutif, on va attribuer une région. Dans le comité de transition, il y avait les gens qui pouvaient également... Oui, mais vous savez, c'est ça. Chez nous, on dit l'animal ressemble à sa tête. L'animal ressemble à sa tête. C'est quand vous voyez la tête d'un chat, vous ne dites pas que c'est une souris. Donc, c'est généralement la tête, malheureusement, qui porte tout ça. Donc, actuellement, tout le bureau ont maintenant une tête chacune. Oui, bien entendu, le comité exécutif va se dessiner dans un délai d'1 mois, mais déjà mes vice-présidents se connaissent. Hein, c'est les mêmes, y compris le Mali maintenant. Donc, ils se connaissent. Je leur ai dit clairement que la vice-présidente, le comité exécutif ne sera pas seulement composé d'Africains. Il faut qu'ils comprennent, il reste 7 places à pourvoir au niveau donc du comité exécutif. Donc il y aura certainement des Africains, mais aussi des ressortissants des autres continents, pour qu'ils s'y reconnaissent. Parce qu'ils ont participé activement aux travaux, ils ont participé aux élections. Il n'y a pas de raison que ce soit seulement des Africains, du président jusqu'au ramasseur de balles, qu'ils soient africains. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, chacun aura une tâche précise. On va découper les 5 continents en autant de portions que de membres du comité exécutif. Et puis, les évaluations se feront chaque année à l'Assemblée générale. Celui qui ne peut pas, nous sommes dans une mission donc transitoire, celui qui ne peut pas, après évaluation, qu'il